40 kg de fer et de bronze. C'est exactement le poids d'une condamnation à mort si vous tombez par-dessus bord en pleine mer. L'eau sombre du Rhin ou du Danube ne s'intéresse ni à votre rang, ni à vos années de service, ni à votre bravoure. Elle vous avale simplement tout entier, remplissant vos poumons de froid et de limon. Mais l'histoire conserve un paradoxe qui semble enfreindre les lois fondamentales de la physique. Les soldats romains, enfermés dans leurs armures les plus lourdes, se jetaient dans les fleuves tumultueux et ressortaient sur l'autre rive pour porter un coup dévastateur à l'ennemi. Comment l'impossible est-il devenu la manœuvre militaire standard de la plus grande armée de l'Antiquité? Le secret ne réside ni dans la magie, ni dans l'aide des dieux, mais dans une discipline extrême et le génie d'ingénierie du corps humain, que nous avons oublié aujourd'hui. Et lorsque vous saurez ce que chacun de ces hommes a traversé, votre perception des limites de l'endurance humaine changera à jamais. Le soleil brûlant de l'été italique fait fondre l'air au-dessus du champ de Mars à Rome, où des milliers de jeunes hommes sont transformés en machines à tuer, sans visage. Le théoricien militaire Végès, dans son célèbre ouvrage, indiquait clairement que chaque nouvelle recrue devait apprendre à nager pendant les mois d'été, car les ponts pouvaient être détruits par la crue ou par l'ennemi, et l'armée n'avait pas le droit de s'arrêter. Ces novices inexpérimentés, qui ne faisaient que commencer leur chemin dans la Légion, étaient appelés les tirones. Ils sont pareils à de l'argile molle et crue, que de sévères instructeurs cuisent dans les fours de charges inhumaines, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus durs que le granit. Mais savoir nager dans une légère tunique de lin est une chose, et se maintenir à flot avec un poids équivalent à celui d'un loup adulte accroché à soi en est une toute autre, exigeant la refonte de tous les instincts de survie. La sueur coule dans les yeux, se mêlant à la poussière de la route, lorsqu'une lourde cotte de mailles s'abat sur les épaules, chaque anneau s'enfonçant dans le subarmalis. Des découvertes archéologiques et des reconstructions confirment que la cotte de mailles romaine classique pesait de 10 à 12 kg. Mais l'ensemble complet de l'équipement de marche doublait, voire triplait ce chiffre. Cette armure souple, tressée à partir de milliers d'anneaux de fer, était appelée la lorica amata. Sur Terre, elle épouse le corps comme une seconde peau, permettant de se déplacer librement, mais dans l'eau, cette peau se transforme instantanément en un filet d'acier, tirant son porteur directement dans les étreintes glaciales du dieu du monde souterrain. Au poids oppressant du fer s'ajoute le bouclier massif qui, même à sec, pèse environ 7 kg, mais une fois mouillé, devient une charge pratiquement insoutenable. Ce célèbre bouclier convexe à hauteur d'homme, qui couvrait le guerrier du menton au tibia, était appelé le scutum. Imaginez que vous ayez attaché à votre main gauche une lourde porte de chêne cerclée de bronze, et que vous essayez de ramer avec elle contre un fort courant, tandis que vos poumons se déchirent par manque d'air. Le légionnaire ne pouvait pas simplement jeter son bouclier pour sauver sa vie, car la perte d'une arme personnelle était punie de mort, ou d'un déshonneur qui, pour un Romain, était pire que la mort la plus atroce. L'historien Joseph décrivait avec horreur et admiration que les Romains aux exercices ne différaient des Romains au combat réel que par l'absence de sang versé. Ils s'entraînaient aux traversées en équipement complet encore et encore, jusqu'à ce que la panique animale face à la noyade soit remplacée par le calcul froid de chaque coup de rame. L'eau n'était pas pour eux un obstacle, mais juste une autre route à parcourir en marchant, même sans toucher le fond. Mais se tenir sur la rive en sécurité et écouter les ordres est une chose, et faire le premier pas dans l'inconnu glacial, lorsque le fond disparaît brusquement sous les pieds, en est une autre, nécessitant une technique particulière de respiration et d'équilibre que les manuels d'histoire passent sous silence. C'est à cet instant précis, lorsque l'eau se referme sur la poitrine, que commence la véritable épreuve de l'esprit, où une seule erreur coûte la vie à toute l'unité. Chaque pas vers la rivière résonne d'une douleur sourde dans la colonne vertébrale, compressée sous le poids monstrueux de la charge de marche.
Le légionnaire n'est pas seulement un guerrier, il est un animal de bas, portant tout le nécessaire à sa survie dans les terres sauvages des barbares. Plutarque, dans ses Vies, notait que la réforme de Caius Marius avait changé à jamais l'aspect de l'armée romaine, obligeant les soldats à porter eux-mêmes leurs affaires afin de réduire le train de bagages et d'augmenter la vitesse de mouvement de la légion. Cette décision a transformé l'armée en un prédateur rapide, mais au prix des épaules et des genoux de chaque homme individuel, écorché jusqu'au sang. Désormais, devant l'obstacle aquatique se tient non pas seulement un homme avec une épée, mais une forteresse vivante, chargée d'outils, de nourriture et de matières premières, dont le poids total dépassait souvent 45 kilogrammes. Derrière le dos de chaque soldat, sur une longue perche en bois, se balance un ballot dont le contenu détermine la frontière entre la vie et la mort par la faim. Cet équipement de marche individuelle, comprenant une réserve de céréales pour 3 jours, une marmite en bronze, une scie, un panier à terre et des courroies de rechange, était appelé la sartina. Tel un escargot traînant sa maison sur son dos, le légionnaire était autonome. Mais cette autonomie se transformait en piège mortel lors du franchissement des eaux profondes. Si le nœud se défaisait dans l'eau, le courant emporterait non seulement des affaires, mais aussi la seule chance d'un dîner chaud et d'un sommeil au sec, ce qui, dans les conditions d'une longue marche, équivalait à un suicide lent. Une attention particulière était portée à la protection de l'élément le plus précieux de l'équipement, le bouclier, qui était aussi vulnérable à l'humidité que l'homme aux flèches. Le bois, à partir duquel les couches du scutum étaient collées, absorbait avidement l'eau, et le bouclier gonflé devenait insoutenable, perdant sa solidité et son équilibre. Pour prévenir cette catastrophe, on utilisait une housse spéciale en cuir, épousant étroitement la surface du bouclier, appelée tegmentum. Ce n'était pas un simple sac, mais une seconde peau de chèvre, imprégnée de graisse, qui, à un moment critique, pouvait jouer le rôle d'une poche d'air, maintenant le guerrier à la surface de la rivière boueuse. Sans cette housse graissée, la traversée se serait transformée en noyade massive, car le scutum imbibé d'eau aurait tiré le combattant vers le fond avec la force d'une pierre tombale. La sueur rongeait la peau sous les lourdes tuniques de laine, et l'odeur du suif rance, dont on enduisait l'armure pour la protéger de la rouille, se mêlait à l'arôme de la vase fluviale. Les sources antiques, comme les écrits de César, mentionnent souvent qu'avant les traversées difficiles, les commandants laissaient le temps de vérifier l'équipement, car une seule boucle cassée pouvait coûter la vie. Les soldats serraient méticuleusement chaque sangle, s'assurant que l'équipement était le plus ajusté possible, sans balloter ni créer de résistance excessive à l'eau. La sensation de constriction devait devenir habituelle, car dans l'eau agitée, tout élément libre de l'équipement agirait comme une voile, exposant le soldat au coup du courant. Mais l'ennemi le plus insidieux lors de l'entrée dans l'eau était la chaussure, parfaitement adaptée aux marches sur terre, mais se transformant en patin sur les pierres glissantes de la rivière. Les semelles des sandales des soldats étaient densément cloutées de clous de fer, ce qui assurait une excellente adhérence au sol et à l'herbe. Ces célèbres sandales militaires, devenues un symbole des légions et ayant donné un surnom à l'un des empereurs, s'appelaient les caliguets. Imaginez tenter de marcher sur un carrelage savonneux avec des crampons métalliques, alors que le poids de 2 sacs de ciment pend à vos épaules. Un seul faux pas, un seul glissement du pied sur un galet couvert de limon, et la formation serait brisée, et le guerrier tombé, entraîné par le poids de la sarcina et de la cotte de maille, disparaîtrait instantanément sous l'eau, bousculant les camarades qui suivaient. Le fracas de milliers de pieds ferrés frappant le sol est progressivement remplacé par le clapotis inquiétant de l'eau et la respiration lourde des hommes entrant dans le courant froid. Les découvertes archéologiques sur les sites de traversée contiennent souvent des clous perdus des semelles et de petits détails d'équipement, témoignant silencieusement de la lutte contre le courant. Ici, sur la rive, s'achève l'autorité de l'entraînement militaire et commence la lutte primitive contre la physique, où chaque gramme de poids superflu tire vers le bas, vers l'oubli.
Les commandants, dont les casques sont ornés de crêtes transversales, surveillent attentivement le niveau de l'eau, calculant la trajectoire par laquelle le serpent vivant de la Légion rampera vers l'autre rive. Le choc glacial de l'eau frappant l'entrejambe chasse l'air des poumons plus rapidement qu'un coup de poing au plexus solaire. Le courant agrippe instantanément les pieds, chaussée des caligae glissantes, essayant de dévier la trajectoire et de les entraîner en aval, où la mort attend les faibles. Jules César, dans ses commentaires sur la guerre civile, décrit en détail la traversée du fleuve Sicoris, où le niveau de l'eau arrivait aux épaules des soldats, et seule une solution tactique géniale sauva l'armée de la catastrophe. Pour éviter que l'infanterie ne soit emportée par la pression de l'eau tumultueuse, les Romains utilisèrent un barrage vivant de chevaux et de cavaliers. Cette unité tactique de cavalerie, composée de 30 cavaliers, était appelée la tourma. Imaginez un brise-lames de chair, d'os et de muscles qui se tient en amont, absorbant la fureur de la rivière, afin que les fantassins qui suivent puissent respirer. L'eau rugit si fort que les ordres des centurions sont noyés dans le bruit, et le seul point de repère reste l'éclat des insignes de bronze au-dessus de la surface des vagues. À cet instant, où la mort se tient à côté, un allié inattendu entre en jeu, qui, selon toutes les lois de la logique, devrait être un fardeau. Cette même housse de cuir graissée sur le bouclier, qui protégeait le bois de l'humidité, fonctionne désormais comme un gilet de sauvetage rudimentaire. L'air emprisonné entre le bouclier convexe et la housse en cuir dense crée une force de poussée qui compense partiellement le poids monstrueux de la cotte de maille. Le scutum se transforme d'une lourde porte en un flotteur, mais cet équilibre est fragile. Il suffit d'incliner le bouclier sous le mauvais angle pour que l'eau s'y engouffre, ajoutant instantanément 7 kg de poids mort à la main déjà épuisée. Le milieu de la rivière est la zone de mort, où le fond devient traîtreusement irrégulier et le courant atteint le pic de sa puissance. L'historien Tacite, dans ses Annales, mentionne comment, lors de la traversée du Weser, les soldats ont été forcés de lutter non seulement contre le courant, mais aussi contre la panique lorsque l'eau commençait à déborder sur leur visage. Pour ne pas se perdre dans ce chaos, les légionnaires utilisaient la technique d'accrochage, reliant littéralement la formation par leur corps. Cette méthode de déplacement, où les guerriers se tiennent les uns aux autres ou aux longues lances de leurs camarades, créant une chaîne unie, leur permettait de tenir là où un homme seul aurait été condamné. Si l'un glissait, une dizaine de mains le retenaient de tomber, rappelant un 1000 pattes géant rampant obstinément à travers le courant. Mais la menace la plus terrible ne vient pas de l'eau ni du poids, mais de l'ennemi qui attend sur l'autre rive, comprenant parfaitement la vulnérabilité du fer flottant. La machine de guerre romaine prévoyait que la traversée n'était pas seulement une tâche logistique, mais une opération de combat sous le feu. Les archers et les frondeurs ennemis, postés sur la rive sèche et élevée, voyaient dans les Romains progressant lentement, l'eau jusqu'au cou, des cibles idéales, impossibles à esquiver. Ce signal de trompette spéciale, qui en temps normal aurait signifié un changement de formation en ordre de bataille, mais qui sonnait maintenant comme un appel à la dernière poussée de volonté, était donné par le cornicin. Son instrument, courbé en forme de lettre G, émettait un son aigu et perçant, capable de couvrir même le rugissement d'une rivière de montagne, rappelant à chaque soldat: l'arrêt signifie la mort par les flèches, mais le mouvement en avant donne une chance de survie. La tension atteint son paroxysme lorsque le niveau de l'eau commence à baisser, mais les pieds s'enlisent dans la vase du rivage, transformant chaque pas en torture. Les archéologues trouvent au fond des rivières européennes non seulement des pièces de monnaie et des fermoirs, mais aussi des casques entiers, arrachés par le courant, des têtes de ceux qui n'ont pas pu maintenir leur équilibre dans les dernières secondes de la traversée. Apparemment, le pire est passé, mais c'est précisément la sortie de l'eau sur la berge argileuse glissante, sous une grêle de projectiles ennemis,
qui devient le moment de vérité. Et tandis que les premières lignes, suffocant et crachant l'eau, grimpent sur la terre ferme, elle voit ce qui glace le sang même des vétérans ayant traversé des dizaines de campagnes. Sur la rive, ce n'étaient pas des feux de camp chaleureux et des vêtements secs qui les attendaient, mais un mur de barbares hurlant de rage, prêts à rejeter les Romains dans l'abîme. Jules César, dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules, a laissé une description effrayante du débarquement en Bretagne, où l'ennemi, connaissant la maladresse de l'infanterie lourde dans l'eau, pénétrait à cheval directement dans les vagues pour frapper les légionnaires par le haut. La machine de guerre romaine, idéale sur terre ferme, a connu un échec ici. La formation s'est dispersée, les soldats glissaient dans la vase, et les boucliers, alourdis par l'eau, ne pouvaient pas retenir la grêle de pierres et de javelots. C'était le chaos, dans lequel la discipline se noyait avec les hommes, et il semblait que la grande armée allait périr sans même avoir pu poser le pied sur la terre ferme. À ce moment critique, où la peur de la mort l'emporte sur la peur de la punition, le sort de la bataille n'est pas décidé par le général, mais par un seul homme, avec un symbole d'or entre les mains. L'épisode légendaire de 55 avant Jésus-Christ montre comment le porte-étendard de la 10e Légion, voyant l'hésitation de ses camarades, se jeta le premier dans les vagues de la mer, droit vers l'ennemi, en criant « Sautez, camarades, si vous ne voulez pas livrer votre aigle aux ennemis !» Ce guerrier honoré, portant la relique principale de l'unité, l'aigle d'argent ou d'or sur une longue hampe, était appelé l'Aquilifère. La perte de l'aigle signifiait la dissolution de la Légion et le déshonneur éternel. De sorte que la vue de la relique, nageant seule vers les épées ennemies, agit sur les soldats plus fortement que n'importe quel ordre du tribun. L'eau bouillonne sous la chute des corps. Des centaines de guerriers, surmontant leur instinct de conservation, sautent des flancs des navires et des falaises pour protéger l'étendard. Ici commence la phase la plus brutale du combat, où la physique travaille contre les Romains. Chaque coup d'épée exige 3 fois plus d'efforts, car l'élan est freiné par la résistance de l'eau, et la cotte de mailles mouillée tire les épaules vers le sol avec la force de la gravité de Jupiter. Les reconstructeurs modernes, qui ont tenté de reproduire le combat dans l'eau jusqu'à la taille, notent que le pouls monte à 180 battements par minute après seulement 30 secondes d'engagement. Dans de telles conditions, ce n'est pas le meilleur escrimeur qui survit, mais celui qui est capable de tolérer la brûlure dans les muscles plus longtemps que l'ennemi. Au milieu des éclaboussures de sang et de l'écume salée, la courte épée des stocks entre en jeu, parfaitement adaptée à une telle promiscuité, tandis que les longues épées celtes des barbares sont inutiles sans un large mouvement. Cette arme mortelle, avec une lame large d'environ 1 demi-mètre, capable de percer les os et les armures d'une seule fente, était appelée le gladius. Les légionnaires, regroupés, plongeaient sous les coups des cavaliers ennemis et frappaient par-dessous, touchant les chevaux au ventre, et les ennemis à pied à l'aine et aux cuisses. L'eau se teinte d'une couleur brunâtre, et les corps des tués commencent à gêner le mouvement des vivants, créant un barrage grotesque de chair morte qu'il faut enjamber pour atteindre la terre ferme. Enfin, les détachements de tête se hissent sur le sable, mais au lieu de se reposer, ils doivent immédiatement, à la limite de la force humaine, accomplir l'impossible, rétablir la formation géométrique parfaite. L'historien Polybe soulignait que la force de la Légion ne résidait pas dans la fureur, mais dans l'ordre, et quiconque s'avançait ou restait en arrière était considéré comme déjà mort. Les officiers, à coups secs de sarments de vigne, forçaient les hommes épuisés et trempés à se remettre en ligne, les obligeant à serrer les boucliers d'où l'eau s'écoulait à flots. L'ennemi, voyant une muraille de boucliers indestructibles émerger du chaos sur la rive, comprenait que le moment de la victoire était manqué. Mais le prix de ce succès est monstrueux. La ligne de rivage est jonchée non seulement des corps des ennemis,
mais aussi de ceux qui n'ont simplement pas pu se relever sous le poids de l'équipement gorgé d'eau. Noyés pendant la panique, piétinés par leurs propres camarades dans l'eau trouble, transpercés par des flèches au moment où ils tentaient de soulever leurs boucliers alourdis, ces pertes n'étaient souvent même pas comptées comme pertes au combat dans les rapports officiels. Les survivants se tiennent là, respirant lourdement, sentant le vent froid pénétrer jusqu'aux os à travers la laine mouillée, mais l'adrénaline de la mêlée cède lentement la place à une douleur sourde et lancinante dans tout le corps. Et tandis que la Légion reprend son souffle, se préparant à marcher en profondeur dans le territoire ennemi, les commandants comptent combien de noms disparaîtront des listes des Centaurus d'ici le lendemain matin. Le silence qui s'abat sur la rive après la bataille est plus terrifiant que le combat lui-même, car c'est à ce moment que l'adrénaline quitte le sang, cédant la place à un froid mortel. La laine mouillée de la tunique, qui il y a une minute encore semblait un inconvénient mineur, se transforme maintenant en un linceul de glace, aspirant les restes de chaleur du corps tremblant. Selon les traités médicaux antiques, tels que les travaux d'Aulus Cornelius Celsus, l'hypothermie et les maladies subséquentes emportaient souvent plus de vies de légionnaires que les épées ennemies, transformant les infirmeries en morgues surpeuplées. La discipline romaine ne connaissait pas la pitié. Même si vous tenez à peine debout d'épuisement et de froid, vous n'avez pas le droit de tomber tant que vous n'avez pas sécurisé la tête de pont conquise. Le soleil se couche, et la Légion n'a que quelques heures pour transformer un morceau de rive sauvage et hostile en une forteresse imprenable où elle pourra passer la nuit. Joseph, dans la guerre des Juifs, notait avec admiration que les Romains ne passaient jamais la nuit sur une terre non protégée, même s'ils étaient loin derrière les lignes, érigeant leur camp avec une précision géométrique en seulement quelques heures. Entre les mains des soldats tremblants de surmenage apparaissent non pas des épées, mais l'outil de génie universel, devenu un symbole de la persévérance romaine tout autant que le gladius. Cette lourde hache-pioche, capable de couper les racines des arbres séculaires et de percer les casques ennemis, était appelée la dolabra. Pour le légionnaire, c'était une troisième main de fer et de bois, avec laquelle il redessinait le paysage pour les besoins de l'Empire, mordant dans le sol pierreux jusqu'à ce que ses mains soient couvertes de cloques sanglantes. Le bruit de milliers de pioches frappant la terre se fond en un rythme monotone, couvrant les gémissements des blessés et le bruit de la rivière qu'il venait de conquérir. Fossés, remblais et palissades surgissent comme de nulle part, créant un îlot d'ordre au milieu du chaos des terres barbares. Imaginez une équipe de construction qui, après une nage marathon et une bagarre de rue, doit construire une ville fortifiée en 3 heures, sachant que tout retard signifie la mort dans le sommeil. Les fouilles archéologiques des camps temporaires en Bretagne et en Germanie montrent que les normes de construction étaient respectées à la lettre, même dans les conditions les plus extrêmes. La profondeur du fossé et les angles des murs étaient mesurés avec une précision mathématique, comme s'ils avaient été tracés par un architecte dans un bureau chauffé, et non par un soldat à moitié mort de fatigue dans la boue. Mais le véritable sens de cette traversée torturante de la rivière ne se révèle pas dans la victoire tactique, mais dans l'effondrement psychologique de l'ennemi qui observe cela depuis les forêts. Lorsque Jules César construisit un pont sur le Rhin en seulement 10 jours, puis le traversa, les tribus germaniques ne s'enfuirent pas devant la force des armes, mais devant la démonstration d'une supériorité totale sur la nature elle-même. La traversée en équipement complet était un message. Pour Rome, il n'existe pas d'obstacle. Ni les montagnes, ni les rivières tumultueuses ne peuvent arrêter la marche des légions. Les barbares, habitués à considérer la rivière comme leur protecteur naturel, réalisaient avec horreur que leur monde n'était plus sûr, car ces hommes de fer étaient capables de marcher là où d'autres se noyaient. La nuit tombe, et des feux de camp s'allument à l'intérieur du périmètre, mais la chaleur du feu ne peut rapidement sécher l'armure et les vêtements multicouches trempés jusqu'à l'os.
Les soldats retirent leurs lourdes caligas, dont le cuir a gonflé à cause de l'eau, et voient leurs pieds pâles et ridés, annonciateurs du pied de tranchée, qui les tourmentera encore pendant des semaines. Végès écrivait que le soin de la santé des pieds était une tâche stratégique, et les centurions vérifiaient personnellement que les soldats graissent leur peau et changent leurs bandes, si cela était possible. À ce moment, où le corps est brisé par une charge inhumaine et où l'air sent la fumée et les céréales bouillies, une transformation de la conscience se produit. L'homme cesse d'être un individu et devient définitivement une pièce du grand mécanisme. La fatigue est telle que les soldats s'endorment à peine touchés terre, directement sur leurs boucliers, recouverts de leurs capes mouillées, sous lesquelles l'armure sèche lentement. Mais ce n'est pas un sommeil de soulagement, mais un lourd oubli, interrompu seulement par les cris des sentinelles et le hurlement du vent. Demain matin, la trompette les appellera à nouveau sur le chemin, et ces 40 kilogrammes d'équipement qui les tiraient vers le fond aujourd'hui redeviendront demain leur seule protection contre la mort. L'histoire se souviendra des noms des généraux et des titres des batailles, mais le prix payé par les articulations usées et les colonnes vertébrales brisées des simples légionnaires restera dans l'ombre des siècles, chiffré dans les déformations osseuses que trouvent les anthropologues modernes. Cependant, maintenant, dans l'obscurité d'une nuit hostile, ils n'ont qu'un seul sentiment: la satisfaction sombre d'avoir fait l'imposition. Ils ont marché là où il était impossible de marcher et sont restés en vie, prouvant que la volonté de l'homme est plus dure que le fer dont il est prisonnier. Et tandis que les sentinelles scrutent l'obscurité au-delà du remblai, chacun des dormeurs sait: ce jour n'était qu'un des milliers de pas sur le chemin infini de la guerre, qui ne se termine jamais. Et devant eux les attend la réponse à la question principale qui tourmente quiconque a ne serait-ce qu'une fois regardé dans l'abîme de ses propres possibilités. Le brouillard matinal sur la rivière se dissipe, révélant une vue qui changera la carte du monde pour les 500 années suivantes. Là où hier faisait rage l'élément sauvage, séparant la civilisation du chaos, se tient maintenant la botte romaine, transformant l'obstacle aquatique en une frontière fiable de l'Empire. Ce sont ces rivières, le Rhin et le Danube, qui deviendront l'épine dorsale d'un système défensif gigantesque, qui gravera à jamais dans la pierre et la terre le même itinéraire tracé par des légionnaires mouillés et gelés. Cette ligne de frontière fortifiée, composée de remblais, de fossés, de tours de guet et de camps militaires, s'étendant sur des milliers de kilomètres, était appelée le limes. Ce qui a commencé comme un combat désespéré contre le courant par des soldats isolés s'est transformé en un organisme d'ingénierie complexe qui a contenu l'assaut du monde barbare pendant des décennies, permettant à Rome de prospérer derrière le dos de ses hommes de fer. Mais la Terre garde la mémoire, non seulement de la grandeur des frontières, mais aussi du prix que chaque individu a payé pour cette grandeur. La bioarchéologie moderne, en étudiant les restes des soldats des sépultures le long des frontières de l'Empire, raconte une histoire que l'on ne trouve pas dans les rapports officiels du Sénat. Les os des légionnaires ayant servi 20 ans ou plus sont déformés par des charges monstrueuses. Les vertèbres sont compressées, les articulations détruites par l'arthrite, et les sites d'attachement des muscles aux os sont tellement hypertrophiés qu'ils témoignent d'une tension physique constante et extrême. C'est là le véritable prix de ces 40 kilogrammes d'équipement. Non pas la mort héroïque instantanée par l'épée, mais la lente destruction de son propre corps, sacrifié jour après jour pour la sécurité de l'État. L'une des preuves les plus poignantes de cette fidélité au devoir et à l'équipement fut la découverte à Herculanum, détruite lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, sur la côte, parmi des centaines de corps de fugitifs, les archéologues ont trouvé le squelette d'un soldat romain,
qui, même face à l'apocalypse de feu, n'avait pas abandonné son poste ni ses armes. Un ensemble complet d'armements fut trouvé sur lui. Épée, poignard, 2 ceintures richement ornées et un outil lourd. Et il porta tout cela jusqu'à son dernier souffle, asphyxié par les cendres, mais sans violer son serment. Ce guerrier anonyme est devenu un monument éternel à cette mentalité même qui permettait aux légionnaires d'entrer dans l'eau glacée. L'équipement n'est pas un fardeau. C'est une partie de vous, sans laquelle vous cessez d'être romain. Le paradoxe historique est que c'est précisément la lourdeur de l'armure qui aurait pu les entraîner vers le fond, qui a finalement sauvé la civilisation occidentale, en créant une discipline inaccessible à toute autre armée de l'Antiquité. L'Empire romain, qui a existé de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, ne tenait pas à la génialité des empereurs, mais à la capacité des simples hommes des villages italiques à tolérer l'inconfort plus longtemps que leurs ennemis. Le poids qu'ils portaient n'était pas seulement la masse physique du fer, c'était le poids de la responsabilité pour un monde qui se terminait là où le soldat romain ne pouvait plus faire un pas en avant. En regardant en arrière sur cet incroyable passage à travers la rivière tumultueuse, nous voyons que le secret du légionnaire romain ne résidait pas dans des poumons ou des muscles spéciaux, mais dans la suppression totale de la peur de l'impossible. Il ne nageait pas grâce aux lois de la physique, il nageait contre elles, utilisant la rage, la discipline et le calcul d'ingénierie comme bouée de sauvetage. Les technologies ont changé, les épées ont été remplacées par des fusils et les chars par des tanks. Mais l'essence de la guerre est restée la même. Au moment critique, tout est décidé non pas par la technique, mais par la volonté de l'homme de faire un pas dans l'inconnu. Et maintenant que vous savez ce que cela fait de sentir l'eau glacée s'engouffrer dans la lourde cotte de mailles et la sangle du bouclier s'enfoncer dans l'épaule, coupant la circulation sanguine, vous pourriez vous poser la question pour laquelle nous avons commencé ce récit. Nous regardons ces hommes à travers l'épaisseur des millénaires, admirons leur force, mais oublions souvent qu'ils étaient faits de la même chair et du même sang que nous. À la fin de cette histoire, chacun de nous devrait honnêtement se demander: y a-t-il dans ma vie un objectif pour lequel je serais prêt à entrer dans un courant glacé, sachant que 40 kg de fer me tirent vers le fond? De quoi un homme ordinaire est-il capable aujourd'hui, si de son pas dépend non pas le destin d'un empire, mais le destin de sa propre famille ou de son avenir? Car peut-être que cette même rivière qu'il vous faudra traverser se trouve juste devant vous. Et la seule façon de ne pas vous noyer est, tel le légionnaire romain, de serrer plus fort les sangles, de prendre une profonde inspiration et d'avancer malgré tout.